Messieurs, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Au programme de cette édition, nous reviendrons bien sûr sur la mort du jeune Quentin à Lyon, 2 jours après son lynchage par des nervis d'extrême gauche. Nous reviendrons longuement sur cette affaire aux côtés d'Olivier Frère-Jacques. Nous reviendrons ensuite sur les déclarations d'Emmanuel Macron à Munich. Il a annoncé sa volonté d'engager des discussions pour partager la dissuasion nucléaire française avec nos voisins. Et puis nous reviendrons pour terminer sur les rassemblements souverainistes de la fin de semaine entre réunions et manifestations. Quentin, le jeune nationaliste de 23 ans, est décédé samedi après avoir été lynché par des militants d'extrême gauche dits antifascistes. Entre inversion accusatoire de la gauche et récupération politique au centre, l'affaire s'est installée dans le champ politique. Explication d'Olivier Frère-Jacques. Quentin Derenc, un jeune étudiant nationaliste de 23 ans, a été tué par des militants antifascistes. Mort samedi, 2 jours après avoir été hospitalisé jeudi à l'issue d'une attaque d'une dizaine de militants d'extrême gauche contre lui seul. Le jeune homme était venu prêter main forte à un service d'ordre à l'occasion d'une manifestation en marge d'une conférence organisée par l'eurodéputé La France Insoumise Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour coups mortels aggravés et violences aggravées, recueillant plusieurs témoignages significatifs pour identifier les auteurs, mais lundi après-midi, aucune personne n'avait été arrêtée. Le drame a ému en France et l'ensemble de la classe politique a été contrainte de se prononcer. À gauche, les insoumis ont oscillé entre volonté de minimiser le crime et victimisation. Donc je m'interroge aussi sur pourquoi, en marge de cette conférence, il y a pu avoir comme ça des bagarres de rue, alors que manifestement il y avait un rassemblement qui avait été convoqué. Et il me semble que c'est de la responsabilité aussi des autorités de garantir la sécurité des personnes. Une source proche de l'enquête a indiqué à l'AFP que le jeune homme a notamment été atteint de plusieurs coups de couteau. Qui mord? L'AFP, il n'y a pas eu de coup de couteau. Il n'y a pas l'ongle d'un couteau dans cette histoire. Qui mord? Nous en avons assez de devoir vivre, subir ce matraquage médiatique permanent qui appelle à la haine contre nous, la nuit même. La gêne est palpable derrière la tentative d'évitement d'une affaire qui implique directement LFI. Parmi les auteurs présumés de l'agression, Jacques-Élie Favreau, le collaborateur du député LFI Raphaël Arnaud, cofondateur de la Jeune Garde, le groupuscule antifasciste à l'origine de l'attaque. Cette organisation recevait, la veille du meurtre, le soutien appuyé de la France Insoumise et des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon ou encore le député Carlos Martens Bilongo se sont régulièrement affichés aux côtés de délinquants issus du groupe. Côté appareil judiciaire, le laxisme est une nouvelle fois mis en cause avec un traitement particulièrement clément pour l'extrême gauche. En effet, la dissolution de la Jeune Garde, une démarche censée être appliquée pour une raison de sûreté publique, n'a pas été accompagnée de condamnations individuelles de membres de cette organisation ou de manière marginale. Parallèlement, les organisations nationalistes et identitaires ont connu des dissolutions rapides et suivies avec une surveillance accrue de leurs anciens membres, des interdictions de se rendre dans certaines villes et une mort sociale assurée par le service après-vente de la presse de gauche qui diffuse les noms des personnes mises en cause. Enfin, l'affaire s'inscrit dans l'importation du conflit israélo-palestinien en France. La conférence de Rima Hassan a été perçue comme un catalyseur ici. Si Emmanuel Macron a beau jeu de dénoncer l'hydre antisémite et prône désormais une inéligibilité pour propos discriminatoires, cela n'a semble-t-il rien à voir avec le meurtre de Quentin. Plus généralement, le centre macroniste profite de cette affaire pour se refaire la cerise après une longue traversée du désert. Le camp centriste tente ainsi de se placer en force de responsabilité, selon la formule éculée. Le collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud, Jacques-Élie Favreau, a vu son accès à l'Assemblée nationale suspendu à titre conservatoire par Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, car son nom est cité par des témoins. Des figures comme Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, ou Gérald Darmanin, ministre de la Justice, et le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, mettent ainsi en cause LFI, tandis que LFI, des syndicats et la presse de gauche, à commencer par Le Monde, mettent en cause le Rassemblement national qui installerait un climat de violence. Faut appeler un chat, la France Insoumise encourage depuis des années maintenant un climat de violence. La France Insoumise a des liens avérés et assumés avec des groupes d'ultra-gauche extrêmement violents. Je pense par exemple à la Jeune Garde. Je pense qu'il y a une complaisance de la France Insoumise, de partis extrêmes en général, pour la violence politique et de faire semblant de ne pas voir que les mots tuent.
la France, qui a besoin de quiétude, de calme, notamment dans la discussion politique, puisse faire comprendre à ses dirigeants politiques, à M. Mélenchon, c'est vrai, mais c'est vrai bien évidemment de tous les partis extrêmes, que la violence dans les mots, la violence sur les réseaux sociaux mène à la mort. La qualité dans le discours, ça peut parfois se traduire par de la violence dans la rue. Voilà, donc il faut toujours veiller dans la discussion politique à la modération. Voilà, en démocratie, on n'a pas de discours radical. Parfois, il peut y avoir une traduction dans la rue. Le lien entre la France insoumise et la Jeune Garde, il est très fort. Il faut pas le nier. Des accusations et une indignation qui laisseraient presque oublier que ces personnalités sont aux affaires depuis bientôt 9 ans et que depuis ce temps, rien n'est fait contre les mouvances d'extrême gauche qui servent de variable d'agitation et de chaos pour décrédibiliser des mouvements sociaux, comme avec les Gilets jaunes, comme de repoussoir pour affaiblir une partie de la gauche et comme petite main pour intimider les candidats de droite. Et justement, Olivier Frère-Jacques, vous m'avez rejoint. Merci beaucoup. Alors, on vous connaît bien sûr sur TV Liberté. Vous êtes journaliste depuis le début, mais vous êtes également rédacteur en chef de Liberté Politique. Liberté Politique qui a édité un livret sur la violence d'extrême gauche, réalité, violence et réseau, avec l'Observatoire des violences politiques, qu'on peut d'ailleurs acheter sur le site de Liberté Politique, sur libertépolitique.com. Alors, on vient d'entendre votre papier sur cette tragique mort du jeune Quentin. On peut peut-être commencer rapidement avec l'impact médiatique de cet événement. On a vu très rapidement s'installer dans les médias les mots habituels, à savoir les mots rixes, les mots bagarre. Puis, les images sont arrivées et là, on voit tout simplement un lynchage terrible d'une dizaine de personnes sur un jeune homme par terre. On voit, oui, à peu près à 10 contre 1, c'est une marque de fabrique de l'extrême gauche antifasciste qui a souvent cette méthode de se mettre à plusieurs contre 1 et éviter les confrontations trop risquées. Et oui, évidemment, il y a ce jeu médiatique qui se met en place avec tout un tas de contre-feux qui se mettent en place. Le Monde qui dit c'est le climat nationaliste, le climat de haine qui s'est mis en place à Lyon qui fait qu'il y a eu ces violences. Il y a tout un tas de discours relativistes. On dit qu'il y a une rixe, en effet, alors qu'en réalité, les images du Monde, c'est un lynchage. Et là encore, on voit le rôle des médias alternatifs et des réseaux sociaux qui permettent d'expliquer et de montrer la réalité. De fact-checker la fameuse réalité des médias du système. Là, qu'en réalité, c'est faux. Les images le montrent, il n'y a pas une rixe, il y a un lynchage d'un militant qui est au sol. Et ça nous ramène quand même à l'actualité du moment, qui est celle d'Emmanuel Macron, qui veut brider les réseaux sociaux. On voit sur une affaire comme ça, comment ça se passerait ? Comment les gens pourraient s'informer s'ils n'ont pas accès aux médias alternatifs ou aux réseaux sociaux ? Bien sûr, s'ils restent sur le discours dominant qu'ils peuvent voir tous les jours en allumant leur télévision. Alors, dans votre papier, vous êtes revenu sur les réactions politiques, bien entendu. On a entendu Jean-Luc Mélenchon et son porte-coton, Manuel Bompard. Jean-Luc Mélenchon qui est mal à l'aise et qui, comme toujours quand il est mal à l'aise, est très vindicatif. Mais on a aussi entendu le clan présidentiel et tout particulièrement Laurent Nunez. Alors lui, il a eu une révélation avec cette affaire. Il vient de réussir à faire le lien entre la Jeune Garde et les Insoumis. Alors ça, on est vraiment dans l'orchestration, en fait, dans une forme de récupération, parce qu'il y a une récupération politique des mélenchonistes qui, eux, en profitent pour dire c'est la faute du Rassemblement national, du climat de haine. Et du côté de Laurent Nunez, on fait mine de se rendre compte qu'il y a un problème, tout en disant oui, mais il y a des liens entre les Insoumis et la Jeune Garde. Donc on le sait sans trop le savoir. En réalité, il est au courant de tout. Parce qu'il dirige la police. Avant, il était même préfet de police, donc il sait très bien comment ça fonctionne. Il sait que tous les gens de la Jeune Garde sont fichés S. On sait exactement où ils habitent, quels sont leurs modes d'action. En réalité, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique d'arrêter ces gens-là. La dissolution ne sert à peu près à rien, puisqu'ils continuent d'agir. Et sur les vidéos, on a pu identifier des personnes qui sont rattachées à la Jeune Garde. Oui, parce que cette Jeune Garde a été dissoute. En juin 2025, par Bruno Retailleau, donc le prédécesseur de Laurent Nunez. Mais cette dissolution n'a servi à rien apparemment, puisqu'ils peuvent continuer d'agir en toute impunité. Oui, parce que ça ressemblerait finalement à une sorte de reconstitution de Ligue dissoute, oui, parce que je crois qu'il y a d'autres factions qui ont été montées depuis. Oui, il y a d'autres organisations qui ont été montées. De toute façon, le mouvement antifasciste est tentaculaire, il y a plein de petites organisations structurées, mais il y a quand même des clans. Il y a des groupes qui sont plus ou moins, qui ont des sympathies même humaines entre eux, ou des sympathies idéologiques, et en l'occurrence, les gens de la Jeune Garde peuvent être suivis, peuvent être tracés directement. Et quand on est à Lyon,
qui est vraiment une terre d'élection pour la jeune garde, qui est là où l'a créé Raphaël Arnaud, on pourrait très bien imaginer qu'un soir où il y a une manifestation, là c'était d'un groupe féministe, Némésis, où ça pourrait être même n'importe quelle organisation, même une organisation catholique, parce qu'ils aiment s'en prendre aux catholiques, on peut très bien se dire, on fait comme pour les stades de foot. Quand il y a des interdits de stade, on convoque les personnes interdites de stade au commissariat tous les soirs de match. Comme ça, ils ne peuvent pas se rendre aux abords du stade. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant les Jeux Olympiques, avec un traçage absolument dingue pour tous les gens qui étaient fichés S, y compris ceux qui n'avaient pas vraiment qui n'engageaient pas vraiment la sûreté de l'État. Oui, mais Laurent Nunez s'en félicite, s'est félicité des résultats, mais pourquoi pas essayer d'avoir les mêmes résultats avec l'extrême gauche? C'est qu'en réalité, il y a un intérêt politique derrière. Cela dit, on se rappelle aussi que toutes ces questions sur TV Liberté, on les avait déjà posées à l'occasion des manifestations sur les Gilets jaunes. On avait vu des manifestations de Gilets jaunes qui étaient systématiquement perturbées et qui dégénéraient en violence, précisément avec des individus systématiquement habillés en noir, systématiquement masqués, cagoulés, non identifiables, qui arrivaient d'on ne sait nulle part, tous en même temps, qui saccageaient tout et qui donnaient une image déplorable de ce mouvement populaire qui, globalement, n'était pas violent. Et s'est transformé ensuite quasiment en ennemi de la nation. C'est là où on voit vraiment l'utilité des Black Blocs, des Antifa et de ces organisations-là. C'est qu'il n'y a pas d'intérêt vraiment à les combattre dans le fond pour le pouvoir en place, parce que, comme vous le dites, quand il y a une mobilisation comme les Gilets jaunes, et même dans une certaine mesure la réforme des retraites, la réforme des retraites, quoi qu'on pense de la CGT, quand la CGT organise une manifestation, généralement, c'est bien tenu. Ils font attention, sauf que là, ils ont été systématiquement débordés par les Black Blocs. Or, si vous prenez le service d'ordre de la CGT, plus les forces policières qui travaillent, ils travaillent ensemble, normalement, il n'y a pas de souci. Sauf qu'on a laissé faire les Black Blocs, en réalité, pour discréditer la contestation du mouvement social contre la réforme des retraites. Les Gilets jaunes, évidemment, il s'agissait de flinguer le mouvement, donc on a laissé l'extrême gauche se mettre dans le mouvement et puis casser systématiquement sur les Champs-Élysées, tout ça, alors que le mouvement était plutôt au début un mouvement, disons même de contestation fiscale plus que de revendication sociale. C'était une autre identité, peu importe d'ailleurs sur le fond. On se rappelle aussi au début des ronds-points. Oui, les gens prenaient des cafés sur le rond-point. Et puis même, c'était plus âgé comme mouvement. Ce sont des gens, c'est plus des travailleurs de 40-50 ans qui font la gueule à la fin du mois, alors que les Black Blocs et les Antifa, on est plus sur une population de jeunes bourgeois qui, en gros blancs, sociologie centre-ville, CSP+, classe moyenne, qui a envie de se travaille faire dans le peur. Trading, mais va s'encanailler le week-end. Pourra y travailler après ou devenir chroniqueur sur des grandes chaînes télévisées. Au hasard. Par exemple. Au hasard. Toujours est-il qu'on peut aussi faire une autre comparaison dans la question des Gilets jaunes, c'est qu'on a vu des condamnations très brutales et très dures à l'égard des Gilets jaunes qui ont été accusés d'être réprimés, de s'attaquer aux forces de l'ordre, ce qui n'était pas toujours avéré. Et on a pu voir qu'en revanche, dans les rangs des Black Blocs, personne n'a été inquiété. C'est là où on voit qui dérange en réalité. Ces gens-là ne dérangent pas plus que ça. Même d'une certaine manière, ils servent la soupe à un système qu'ils disent critiquer. Et c'est pareil avec les mouvements nationalistes. Quand vous avez un mouvement nationaliste qui est dissous, quand il y a des personnes qui sont attaquées dans des organisations nationalistes, qui sont parfois rendues coupables de violence ou de riposte, peu importe d'ailleurs sur le fond, mais ces gens-là parfois sont interdits de territoire. Par exemple, à Paris, il y a des personnes qui ont été interdites de territoire. On pourrait faire pareil à Lyon, dire telle personne n'a pas le droit de se rendre à Lyon, et ça, on peut très facilement vérifier. Et en termes de maintien de l'ordre, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est à un niveau hyper liberticide pour certains, et de l'autre côté, finalement, on laisse faire n'importe quoi, et c'est souvent ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que c'est par incompétence ou par complaisance avec l'État macronien, on ne sait jamais. C'est l'un n'excluant pas l'autre, bien sûr. Ça peut se cumuler. mais en tout cas, ça laisse le doute, et s'ils veulent dissiper le doute, il faudrait taper dur contre ces organisations-là. Alors il y a encore un point, à mon avis, assez important à souligner et à rappeler, c'est que pour voir cette complaisance du pouvoir macroniste avec l'extrême gauche, il suffit de se rappeler les dernières élections législatives où en 2024, il y a eu encore un nouveau front républicain. Tout était bon pour faire battre le Rassemblement national à l'époque, l'extrême droite, comme on dit, avec 3 accents circonflexes sur le haut avant le A. Et ça, quelque part, ça imprime dans l'esprit des gens que tout est bon pour battre ce qu'ils considèrent être l'extrême droite finalement. Donc après tout, il ne faut pas vraiment s'étonner que les gens aient quelque part un permis de lyncher ces militants nationalistes. En effet, là-dessus, le centre macroniste joue sur l'espèce d'impunité morale qu'il y a autour des antifascistes. C'est que l'extrême droite, c'est abominable. En fait, c'est le narratif antifasciste qui a gagné là-dessus.
C'est-à-dire que l'extrême droite sont abominables, le RN est abominable, c'est le fascisme, etc. Sans jamais définir d'ailleurs ce qu'est le fascisme, qui appartient quand même à une autre époque, parce que le fascisme a quand même disparu au milieu du XXe siècle. Et donc on a ce narratif qui est repris en permanence et qui justifie en effet la violence et qui électoralement sert à faire tomber le Rassemblement national au deuxième tour. La rente électorale... Le vote populaire, soit dit en passant. Oui, mais la rente électorale est évidente là-dessus. Et la récupération électorale, elle est à plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. Il y a cette étape d'éliminer le Rassemblement national. Et là, l'étape suivante, c'est aussi d'éliminer la France insoumise, qui est en train de se prendre les pieds dans le tapis, parce que ce qui va se passer maintenant, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il est quand même bien embarrassé, on le voit sur les vidéos. Comme vous dites, il est tellement brutal que c'est forcément qu'il est... C'est que ça va pas bien, il sent qu'il y a quelque chose qui est en train de tourner, et là, il peut se faire vraiment exclure de la gauche, et ça joue pour les macronistes. Parce que si le Parti socialiste s'éloigne encore plus des insoumis et qu'on arrive à un point de non-retour, le centre macroniste avec Attal fort, tout ça, ça peut se rabibocher sans trop de soucis, et là, ils peuvent reconstituer une force. Et en affaiblissant après le RN, parce qu'ils leur feront un mauvais coup dans quelques mois, où ils se débrouilleront, ils pourront vraiment s'imposer comme le parti de l'ordre, ils pourront rassurer les lecteurs et contre le péril. Et c'est ce que disent d'ailleurs dans les vidéos qu'on a vues, là, Nunez et Darmanin. Ils disent attention aux extrêmes, les violences viennent des extrêmes, sans jamais citer le RN, mais la petite musique de fond, c'est ça. C'est LFI sont des extrêmes, ils ont tué, on les pointe du doigt aujourd'hui, demain on en pointera du doigt d'autres, et la solution... Et surtout, voter le parti de l'ordre, nous. Oui, l'ordre qui est, comme on voit l'ordre qui est là depuis 8 ans. Bien sûr, bien sûr. Et alors justement, ce qui est quand même assez sidérant dans toute cette affaire, c'est que on voit qu'il n'y a eu aucune arrestation, aucune garde à vue, aucune audition. Alors que, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, les faits, le lynchage de Quentin se sont produits jeudi soir. Et là, on est lundi soir. Et il ne s'est toujours rien passé. Là, oui, on revient sur cette idée de complaisance, incompétence. On peut se demander, et surtout, si on va plus loin, et il ne faut pas s'interdire de se poser des questions. Et moi, ce que je me demande, c'est est-ce que finalement le pouvoir macroniste n'essaye pas de faire monter la température ? Il y a des manifestations qui s'organisent, il y a des gens qui ne sont pas contents, parce que quand même, quand on a une personne dont on est proche idéologiquement, ou même qui est un ami, qui se fait massacrer comme ça, on a envie d'en découdre. Quand on voit un compatriote se faire massacrer pour rien à 23 ans. C'est insupportable. Et il y a des gens qui s'énervent, il peut y avoir des débordements, ce qui serait compréhensible. Je ne dis pas que la violence serait légitime, en tout cas, ce serait compréhensible. Et on peut se dire, est-ce que les macronistes veulent se dire, on va me faire monter la température pour que ça déborde de l'autre côté et capitaliser encore un peu plus sur le drame. Ce serait extrêmement vicieux, mais ils nous y ont habitués jusqu'à présent, donc il ne faut pas s'interdire de le penser. Davantage. Exactement. Merci beaucoup Olivier Frergel. Je rappelle qu'on peut trouver cette brochure sur l'extrême gauche, réalité, violence et réseau, sur le site de Liberté Politique, sur libertépolitique.com. Dans l'actualité également, une dernière trahison avant de quitter l'Elysée, comme quoi les unes se suivent et se ressemblent. Au sommet sur la sécurité de Munich, Emmanuel Macron a en effet annoncé qu'il allait engager des discussions pour partager la dissuasion nucléaire française avec l'Allemagne et les Européens. On écoute le décryptage de Nicolas de Lamberterie. C'était attendu depuis des mois, voire des années. Emmanuel Macron l'a annoncé. Le président de la République va partager, pour ne pas dire brader, la dissuasion nucléaire française, qui constitue pourtant, avec l'espace maritime et le siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, l'un des derniers atouts de la France en période de brutal déclin. Cette annonce a eu lieu lors du sommet sur la sécurité de Munich, qui est en quelque sorte le Davos de la défense. Avant cette annonce, Macron a fait un discours où les thèmes habituels des euromondialistes ont été évoqués, en particulier l'utilisation des crises pour aller plus loin dans la construction dite européenne et la nécessité bien évidemment de censurer les réseaux sociaux. Le tout emballé dans un enthousiasme qui aurait presque pu rappeler le Pensée Printemps de 2017. Mais cette fois-ci, le discours a été tenu en anglais. Là où certains voient des menaces, je vois notre force. Là où certains voient des doutes, je veux voir des opportunités. Car je crois que l'Europe est intrinsèquement forte et qu'elle peut devenir encore plus forte. Et c'est maintenant. Une Europe plus forte sera une meilleure alliée pour ses alliés, notamment pour les États-Unis. Especially for the United States. Look at what we can achieve with a partnership of equals. Voyez ce que nous pouvons accomplir grâce à un partenariat d'égal à égal. Voyez cet incroyable espace de libre circulation des biens et des personnes. Un espace de liberté, un espace de paix et de prospérité. Regardez l'espérance de vie, la santé,
l'égalité et les indicateurs de liberté. Et nous croyons toujours en la science en Europe, même lorsqu'il s'agit de santé ou autre. Et je crois sincèrement que c'est bien mieux ainsi. Au-delà de ces répétitions somme toute attendues et convenues, c'est donc surtout sur la question de la dissuasion nucléaire qu'Emmanuel Macron était attendu au tournant. En effet, la rumeur courait depuis des mois qu'au début de l'année 2026, le président de la République effectuerait des annonces en ce sens. Le chancelier allemand, Friedrich Merz, avait déjà vendu la mèche dans son allocution qui a eu lieu avant celle d'Emmanuel Macron. Tout un symbole. Normalement, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est un sujet compliqué. Mais j'aimerais vous rappeler que depuis le tout début, la dissuasion française nucléaire avait toujours une inspiration européenne. Le général de Gaulle, durant les années 60 déjà, avait parlé des intérêts vitaux de la France, mais cet intérêt vital comprenait aussi une dimension européenne. Et tous mes prédécesseurs ont répété cette approche. Et nous devons réarticuler la dissuasion nucléaire pour cette approche. Et c'est pourquoi, et je vais en parler d'ici quelques semaines, nous voulons commencer un dialogue stratégique avec chancelier Merz, mais aussi avec d'autres dirigeants européens, pour savoir comment nous pourrions articuler notre doctrine nationale et comment nous pouvons l'harmoniser avec des intérêts de sécurité de quelques autres pays. Et pour la première fois, cela se fera avec l'Allemagne. Et je pense que ce dialogue est important en lui-même. Il est important parce que c'est une possibilité pour concevoir une approche holistique de la défense européenne. Emmanuel Macron répondait d'ailleurs à une question de son interlocuteur qui lui demandait pourquoi la France avait mis aussi longtemps à envisager cette possibilité du partage de la dissuasion nucléaire. Le président de la République a confié dans ses interventions y penser depuis 2019, soit il y a déjà 7 ans. On peut donc s'interroger sur les raisons d'une telle attente. Et étant donné qu'Emmanuel Macron ne semble pas faire grand mystère de ses ambitions politiques à l'échelle européenne, on peut aisément imaginer qu'il pourrait s'efforcer de marchander un poste prestigieux à la gouvernance de l'Union européenne dans les prochaines années, en échange du partage à venir de la dissuasion nucléaire française qu'il s'est gardé sous le coude durant sa présidence. En clair, ce sont des Français appauvris et affaiblis qui vont ressortir de la décennie Macron, mais tout porte à croire que les joyaux de la couronne qui auront disparu pendant son règne seront habilement marchandés pour que les Français et les Européens en prime soient loin d'être libérés d'Emmanuel Macron en 2027. Et cette fin de semaine, c'était également des rassemblements pour les souverainistes. Samedi et dimanche, nombre de personnalités se sont retrouvées autour d'initiatives avec Philippe Murer, puis avec Florian Philippot. TV Liberté était sur place. Les ambitions de la journée d'aujourd'hui, c'était de rassembler tous les chefs de partis souverainistes. Donc c'est un moment d'échange, c'est un moment pour se parler et c'est un moment pour construire pour l'élection présidentielle et législative de 2027 qui sont dans un an. On n'a pas le temps, il faut qu'on y aille. L'ambition des mouvements souverainistes, ce qui nous concerne, nous, mouvements politiques citoyens, nous, dans notre ADN, c'est de mettre tout en place pour qu'il y ait une union. Que ça soit dans un même parti, dans une fédération de partis, peu importe. Ça, c'est pas important. C'est de se réunir, de se rassembler et d'arrêter avec chacun avec sa chapelle, parce que les choses sont trop graves, la situation est vraiment grave. La question se pose au niveau justement des partis qui sont devenus mainstream et qui sur le plan de l'Europe ou de l'Union européenne ont des discours un peu ambigus pour être le plus généreux, qui étaient plutôt eurosceptiques il fut un certain temps et qui sont devenus plus eurosystème compatibles depuis. Si on ne sort pas le souverainisme de ces chapelles à 1%, 2%, 3%, la France est foutue. Les partis actuels qui sont représentés comme étant ceux qui pourront peut-être succéder au macronisme ne sont pas des partis politiques qui défendent la France. C'est le principe général. En fait, toute coopération se fait sous la pression des événements extérieurs.
et non pas par la raison, le calcul, enfin très rarement par la raison, le calcul, elle se fait toujours sous l'effet de la nécessité. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est en tout cas que si cette mouvance souverainiste ne se réunit pas, c'est très probablement que ses dirigeants ou que ses responsables ne jugent pas la situation catastrophique ou suffisamment grave pour le faire. Il faut être clair, il y a 2 destins pour la France. C'est continuer à dépérir et à péricliter en restant dans l'Union européenne, et ça c'est tous les autres partis politiques, ou les partis souverainistes qui disent la France doit se libérer de l'Union européenne pour redevenir grande, prospère, une nation libre et indépendante. Donc c'est pas compatible aujourd'hui, pas du tout. Il a fallu de nombreuses décennies pour le Royaume-Uni. Il a fallu 4 ans de lutte politique très intense entre 2016 et 2020 pour acter le Brexit. Ce n'est pas une mince affaire. Voilà, mais il faut continuer à dire la vérité et à essayer de gagner les arguments. Je pense qu'il faut d'abord incarner une espérance. Et une espérance, ça se fait sur un projet, sur des idées claires. Et c'est tout l'enjeu de la présidentielle. La présidentielle est le seul moment qui permet en France de sortir des cercles étroits de nos milieux respectifs. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on ait une candidature d'union pour les élections. C'est ça qui nous permettra de gagner. La peur, elle va se manifester par la pire des censures, qui est l'autocensure. C'est pas tant de savoir si c'est vrai ou pas vrai ce que je dis, mais c'est est-ce que j'ai le droit de le dire. Et là, on rentre soi-même dans une prison intellectuelle qui vient vous museler. Et de fait, ça existe déjà. Je peux vous assurer qu'il y a des pressions sociales qui se font en entreprise, qui se font dans l'espace médiatique, cette fameuse cancel culture qui s'opère déjà. Et ce que je regrette, c'est que, et ça je l'ai constaté à plusieurs reprises, c'est que les journalistes n'ont pas de courage. Et pour moi, une démocratie sans journalistes qui font vraiment leur travail ne peut pas fonctionner. Mais Macron, il s'attaque comme tous les européistes à la liberté d'expression parce qu'il sent bien que le narratif lui échappe. Il voit bien que dans les grands médias, ils maîtrisent la propagande. On l'a vu sur le Covid, on le voit sur l'Europe, on le voit sur l'Ukraine, on le voit sur Epstein. Et par contre, sur les réseaux sociaux, il y a la vérité qui sort. Et ça, c'est très gênant. Et en plus, en maîtrisant les réseaux sociaux, c'est un double avantage pour eux. Ils peuvent contrôler les processus électoraux et dire, par exemple, il y a de l'ingérence, donc on annule l'élection en Roumanie. Ils sont capables de le faire devant en France, sans problème. Et puis 2, ça leur permet de mettre des outils pour contrôler l'identité numérique européenne. La Macronie ne pense pas aux enfants, sinon elle ferait déjà une commission d'enquête sur l'affaire Epstein. Sinon elle s'intéresserait à l'aide sociale à l'enfance. Elle ne le fait pas. Donc en fait c'est un prétexte évident pour nous surveiller, pour nous traquer, pour nous fliquer, pour nous ficher. Puis maintenant il y a carrément le DSA, c'est-à-dire qu'il va y avoir des signalaires de confiance. Parmi eux il y aura notamment le CRIF et la LICRA, donc je doute un peu de l'impartialité politique, qui vont amener les plateformes à supprimer des contenus. On voit bien qu'aujourd'hui, imaginez un monde sans réseaux sociaux et uniquement avec les médias traditionnels sur l'affaire Epstein. 1, il n'y aurait pas d'affaire Epstein, ou très peu. Et 2, ce qu'il y aurait, c'est simplement 2 sujets. Elles seraient traitées sous 2 angles. 1, c'est une affaire de complotistes. Et 2, c'est un complot russe. C'est pareil sur l'Ukraine, c'est pareil sur le débat européen, c'est pareil sur Macron, sur les faits divers, c'est pareil sur le Covid, les vaccins, c'est pareil. Donc on a besoin, de manière vitale, de la liberté d'expression. Mais sans les réseaux sociaux, aujourd'hui avec les réseaux sociaux on est très fort nous les patriotes, on touche des millions de personnes. Sans eux, ce serait des millions de personnes qui ne pourraient plus nous entendre. Donc c'est vital, ils le savent. C'est pour ça d'ailleurs qu'au Parlement ils ne parlent pas de ces sujets-là, parce que tous ils se partagent le fromage là. LFI, RN, LR, tout ça demain, ils n'auront pas de problème pour aller à la télévision et à la radio. Ils auront toujours leur fauteuil qui les attend avec leurs chaussons et leurs croissants. Nous on l'a pas ça. C'est pour ça qu'ils ne se bougent pas. Les vrais opposants, les vrais résistants ne sont pas de ce monde-là. Ils sont sous la pluie à se battre avec leurs outils artisanaux. Et nous passons à présent à l'actualité en bref en France aux côtés de Renaud de Bourleuf. La justice française ouvre finalement une enquête sur l'affaire Epstein. Samedi, le parquet de Paris est sorti de sa surprenante torpeur et a annoncé se saisir des 3 millions de documents mis en ligne par le département de la justice américain il y a plus de 15 jours. L'objectif affiché, voir si le contenu révèle des crimes ou infractions relevant du droit français. Plusieurs magistrats référents ont été mobilisés et travailleront sous les ordres du procureur Laure Bécaud.
et en lien avec le parquet national financier, déjà investi de l'enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée autour de Jacques Lang et sa fille Caroline. Le cas du diplomate Fabrice Edan, rapatrié en France des États-Unis alors que le FBI voulait l'arrêter pour pédocriminalité, devrait attirer l'attention à l'instar de 2 plaintes. Une datant de 2016 et visant le chef d'orchestre Frédéric Chalin pour des faits de harcèlement sexuel, et la récente plainte d'une ancienne mannequin Ebba Carlson qui accuse un certain Daniel Siad de viol alors qu'il est suspecté d'avoir servi de rabatteur à Jeffrey Epstein. La justice pourrait aussi analyser à nouveau l'enquête sur Jean-Luc Brunel, fort opportunément suicidé dans sa cellule de la santé, clôturant ainsi l'enquête en février 2022. Une sordide affaire qui ne finit pas d'éclabousser la France, comme à l'accoutumée. Certains médias ont estimé qu'il s'agissait d'une opération de déstabilisation de la Russie, Epstein étant sans doute à la solde de Moscou. Pas de bol, des courriers échangés entre le milliardaire américain et Boris Nikolic, conseiller de Bill Gates, ainsi qu'à certains Ilya Vladimirovitch Ponomarev, un Ukrainien d'origine russe opposant de Poutine, montrent des discussions évoquant la possibilité de renverser le président russe. Étonnant pour des agents de Moscou. De quoi montrer que les anticomplotistes sont sacrément complotistes finalement. Défendre les Français face aux défaillances de l'État. Dimanche, Guilhem Carayon, avocat et vice-président de l'UDR, a annoncé le lancement de la Ligue des Libertés, une association regroupant des avocats, des juristes et un conseil scientifique constitué notamment par l'ancien ministre Pierre Lelouch et l'avocat Thibault de Montbrial. La Ligue des Libertés est à mi-chemin entre le cercle de réflexion et la structure d'action contentieuse. Nous partons d'un constat net. Le droit est trop souvent instrumentalisé. Face à cette dérive, nous avons décidé d'agir. Devant les tribunaux, la Ligue des Libertés sera la voie du bon sens. Pour nous, le droit doit redevenir un instrument de protection du peuple et de l'intérêt général. Des hard discount vraiment hard. Après la fermeture de son magasin de Villiers-le-Bel par la préfecture du Val d'Oise, la chaîne Aldi assure qu'il s'agissait d'un cas isolé. La réserve de stockage des aliments contenait des déjections de rats accompagnées d'une forte odeur d'urine. Par ailleurs, de nombreux produits congelés ne respectaient pas la chaîne du froid. Mais un cas similaire s'est déjà présenté dans le même département. En novembre dernier, le supermarché Aldi d'Argenteuil a été fermé temporairement après que 800 kg de denrées alimentaires impropres à la consommation ont été retirés des rayons. De nombreux syndicalistes et salariés affirment que les magasins Aldi n'ont pas assez de personnel pour les rayons. Concrètement, lorsque 5 palettes de produits congelés sont livrées, les employés ne sont pas assez nombreux et n'ont donc pas le temps de tout ranger avant que la chaîne du froid ne soit rompue. Et le reste de l'actualité dans le monde. Démilitarisation complète et immédiate du Hamas à Gaza, c'est l'exigence du président américain Donald Trump qui l'a réaffirmé dimanche via un message sur son réseau social True Social, soulignant l'urgence sécuritaire et politique. Son plan de paix, accepté par le Hamas, selon Emmanuel Macron, prévoit une deuxième phase avec un retrait progressif israélien, le désarmement du groupe et un déploiement d'une force internationale approuvée par l'ONU. Les membres du Conseil de paix de Trump se réuniront jeudi à Washington pour allouer 5 milliards de dollars à la reconstruction de Gaza et tenter de réussir là où les institutions internationales ont échoué. Malgré cela, les bombardements israéliens persistent. 12 Palestiniens ont été tués dimanche, dont 5 dans une tente de déplacés à Jabalia et 5 à Khan Younes, justifiés par l'armée comme riposte à des terroristes armés. Le Hamas dénonce une violation de la trêve avec 601 morts palestiniens depuis octobre, selon le ministère de la Santé de Gaza. Washington poursuit sa bataille navale. Les États-Unis ont intercepté dimanche le pétrolier Veronica 3 dans l'océan Indien après une poursuite depuis les Caraïbes pour violation du blocus imposé par Donald Trump contre les navires liés au Venezuela sanctionnés. Battant pavillon panaméen, le navire transportait 1,9 million de barils de pétrole, équivalent à 2 jours de production vénézuélienne, parti le 3 janvier, jour de l'arrestation de Nicolás Maduro par les forces spéciales américaines. Le Pentagone a publié une vidéo montrant des militaires investissant le bateau via hélicoptère, neutralisant l'équipage. Ce déploiement massif dans les Caraïbes a déjà permis de frapper les embarcations liées au trafic de drogue, d'intercepter 9 pilotes sanctionnés et de kidnapper Nicolás Maduro. Washington renforce sa pression sur Caracas, accusé de financer le narcotrafic dans un contexte de tensions régionales exacerbées. Quatrième et probablement dernier voyage en Inde pour Emmanuel Macron. Le président entame mardi jusqu'à jeudi une visite avec un des derniers chefs d'État avec qui il ne s'est pas encore embrouillé, et cela pour renforcer les liens bilatéraux dans le cadre de la stratégie indo-pacifique française. Accompagné de 30 chefs d'entreprise, il vise à dynamiser les échanges commerciaux à 15 milliards d'euros actuels, avec une attention particulière portée sur l'intelligence artificielle, la défense et la culture.
L'agenda inclut un hommage aux victimes des attentats de Bombay en 2008, des échanges avec Narendra Modi, l'inauguration d'une chaîne de montage d'hélicoptères Airbus à Bangalore, célébrant ainsi la délocalisation qu'il dénonce pourtant en France. Il devrait par ailleurs confirmer une commande de 114 avions Rafale par Delhi. Le conflit ukrainien sera évoqué, l'Inde refusant de condamner Moscou, tandis que le chef d'État, en fin de règne, tente péniblement de diversifier les partenariats français face aux tensions douanières américaines sous Donald Trump. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Politique et Éco. Pierre Bergerot reçoit la juriste Valérie Bugeaud, spécialiste en géopolitique économique, qui propose une réforme de l'État face à l'oligarchie financière mondiale. Le monde politique, économique, monétaire, juridique et sociétal est organisé autour de la satisfaction exclusive des intérêts d'un petit nombre d'individus cachés derrière l'anonymat et que l'on peut désigner comme étant les grands argentiers de la planète. Valérie Bugeaud, nous sommes français, nous vivons en France. Alors comment peut-on qualifier le régime en place dans notre pays ? C'est très simple, c'est une plutocratie. Donc avoir associé le terme démocratie au parlementarisme et qui plus est à une pseudo-république, c'est une double imposture parce que le parlementarisme en lui-même met en œuvre une plutocratie, laquelle est opposée structurellement par construction à la notion de démocratie et à la notion de res publica. Donc l'imposture réside dans l'inadaptation de la terminologie qui est entrée dans l'inconscient collectif, malheureusement. Et puis demain, mardi, dès 7h, découvrez le nouveau Zoom du jour avec l'historien David Engels. Il présente son premier roman, Le Retour du Roi, une dystopie sombre sur l'avenir de l'Europe. En tant que Belge, l'identité nationale est fort problématique. Elle existe en sourdine. Il y a des choses qui unissent les Belges d'un point de vue psychologique de leur histoire, mais ce n'est pas aussi évident que d'être français, d'être allemand, d'être polonais. Et donc dès lors, cette idée de développer un vrai patriotisme européen qui ne doit pas nécessairement passer par un esprit national très fort est ancrée, je crois, dans une certaine perception belge. Et puis il y a une longue tradition impériale en Belgique. Quand vous remontez, évidemment, oui, mais à l'idée de Lotharingie, la Bourgogne, etc., la présence des Habsbourg pendant des siècles aussi, en tant que porteur principal de cette idée d'une chrétienté impériale réunie. Tout cela a laissé quand même des traces en Belgique et rend plus facile, je crois, à des Belges de parler d'un Saint-Empire romain comme idée positive. Voilà, c'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.